Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Le financement des axes prioritaires du projet au cœur des échanges entre le chef de l'État et plusieurs présidents d'institutions financières internationales de la BADEA et de la BOAD, tous s'engagent à accompagner le Sénégal dans son programme de développement économique et social. Notre grand format économie se penche sur la nouvelle obligation de la déclaration préalable d'importation pour toute marchandise d'une valeur supérieure ou égale à 500 000. Ce dispositif désormais digitalisé vise à sécuriser l'assiette fiscale et à lutter contre la fraude. À l'approche de la Tabaski, l'acquisition d'un bélier bien nourri et en bonne santé devient un défi majeur. Mais comment fabrique-t-on l'aliment de bétail qui permet de répondre à cette exigence? Nous vous emmenons dans ce 13h dans les coulisses de ces laboratoires pour dévoiler les secrets de sa fabrication. Et enfin, à Tambacounda, les chauffeurs de transport en commun lancent un appel au respect strict du code de la route. Ils exhortent aussi les propriétaires de véhicules à s'assurer de la qualification des conducteurs avant toute embauche. On le verra. Voilà pour l'essentiel des titres de ce 13h. Bienvenue à tous. D'abord, en plus bref, sachez que le président de la République a reçu hier dans la soirée Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, aujourd'hui à la tête de Tony Blair Institute for Global Change. Il s'est dit honoré de rencontrer le chef de l'État et de découvrir sa vision. Les échanges ont permis de poser les jalons d'une collaboration avec le gouvernement sénégalais. Le chef de l'État a rencontré les dirigeants de la BADEA et de la BOAD pour discuter du financement des axes prioritaires du projet de développement économique et social du Sénégal. Un engagement fort des institutions financières internationales pour accompagner la vision du pays, comme nous l'explique Aboubakry Kane. L'actualité financière au menu de la fiche d'audience du président de la République. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique réaffirme sa volonté d'accompagner le Sénégal dans ses projets. Et pour ce faire, elle entend s'aligner sur les priorités du gouvernement. C'était l'occasion pour moi pour présenter à son Excellence mes félicitations et de féliciter son Excellence et le gouvernement sénégalais pour la dernière sortie sur les marchés financiers qui a été un succès éclatant en si peu de temps. Et j'ai aussi eu l'opportunité de présenter à son Excellence donc la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et le groupe de coordination arabe, les 10 institutions financières sœurs de la BADEA, et exprimer toute notre disponibilité à accompagner son Excellence et le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de leur programme de gouvernement et de financer les opérations et programmes prioritaires qui seront définis en fonction des besoins du pays. Et au cours des prochaines semaines, nous allons ensemble convenir des priorités du gouvernement sénégalais qui seront financées par la BADEA pour le groupe de coordination arabe, mais aussi des approches innovantes de financement que nous pourrions développer ensemble. Autre institution financière dont le président est reçu par le chef de l'État, la BOAD. Les discussions entre le président Bassirou Diomaye Faye et Serge Ekoué ont porté sur 3 sujets principaux. Nous avons déjà commencé par le féliciter, très chaudement le féliciter pour sa brillante élection à la tête du pays. C'était un événement majeur, non seulement pour notre zone, pour le pays, mais également pour l'Afrique. Il y avait beaucoup de messages dans son élection. Le deuxième point a concerné le fait que le président a donné le cadre philosophique, intellectuel et sa vision du développement, sa vision du Sénégal, de l'évolution du Sénégal, sa vision de l'évolution de notre Union. Et il a donné des éléments de cadrage. La Banque ouest-africaine de développement s'engage à soutenir le Sénégal dans la transformation systémique voulue par le chef de l'État avec un accent particulier sur les préoccupations de l'heure. La question des infrastructures a été évoquée. Comment nous construisons les routes, mais également comment nous communiquons, comment nous nous déplaçons. Nous avons passé un temps certain
sur le dossier de l'énergie. Et nous avons bien compris que c'était à la fois un sujet de préoccupation pour le ministre, mais également pour le chef de l'État, la question des ressources énergétiques, la question de l'accès à l'énergie pour nos populations. La question de l'agriculture, bien évidemment, a fait l'objet d'une attention également tout à fait particulière de Monsieur le Président de la République. La question de la souveraineté alimentaire a été au cœur de nos discussions. La question de la création des valeurs, des chaînes de valeur, la remontée dans les chaînes de valeur, la création de richesses. L'habitat social, la santé et l'éducation, d'autres secteurs passaient également en revue au cours de cette audience. Désormais, la déclaration préalable d'importation des pays est obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. Cet outil crucial qui renseigne sur le volume, la valeur et l'origine des produits permet à la douane de sécuriser l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude grâce à la digitalisation. Les usagers peuvent désormais l'obtenir en un clic. C'est le sujet du grand format économie réalisé par Aminata Mengafal. L'ADPI, ou déclaration préalable d'importation, est instaurée au Sénégal depuis 1991 dans le cadre du programme de vérification des importations. Depuis le 1er mai 2024, cette réglementation a été revue par la Direction générale des douanes. Désormais, l'ADPI est requise pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. C'est un document quand même très important. Donc, qui permet quand même une assez bonne maîtrise, disons, des valeurs, donc de l'assiette fiscale. Donc, sur les valeurs qui sont pratiquées, disons, par les importateurs de manière générale. Mais aussi, ça permet, donc, plus ou moins de gérer, en tout cas, d'avoir les bonnes statistiques donc, en matière d'importation. D'1 million de francs CFA, le seuil a été rabaissé à 500 000 francs CFA. Une mesure qui va garantir un traitement équitable des opérateurs économiques. 1 million, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 500 000, ça permet déjà de capter, disons, tout le fret du secteur informel. Donc, et de pouvoir, disons, équilibrer un peu avec le secteur formel. Le traitement de la DPI est confié à la direction du renseignement, d'analyse du risque et de la valeur après demande préalable sur le système informatique Orbus Gaïndé 2000, une plateforme qui vise à faciliter les formalités et les échanges pré-dédouanement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Et donc, dans ce périmètre-là, Gaïndé 2000 intervenait déjà avec l'avènement du guichet unique pour permettre aux usagers de demander cette DPI. Et donc, cette DPI est demandée à travers la plateforme Orbus. Et donc, l'Orbus est la plateforme de guichet unique du commerce extérieur qui permet justement de pouvoir faire cette demande-là. Et donc, la DPI est demandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis son bureau. Et cette demande est véhiculée vers la structure qui doit la traiter. Aujourd'hui, au Sénégal, donc c'est la direction du renseignement et d'analyse de la valeur qui traite la DPI. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont aujourd'hui, en tant qu'administration des douanes, utilisateurs de cette plateforme pour délivrer la DPI. Un système performant qui présente de nombreux avantages pour les usagers. Le minimum qu'on pouvait dépenser sur une DPI en termes de déplacement taxi, ça pourrait avoisiner à peu près 10 000 francs ou 15 000 francs. En 2004, avec la digitalisation, le directeur général des douanes d'alors a dit d'informatiser la DPI. Alors, on s'est rendu compte qu'en informatisant la DPI, en une matinée, on pouvait solliciter et obtenir la DPI. Quand on lève la DPI, les documents bancaires, l'autorisation de change, l'attestation d'importation qu'on était en train de chercher via la direction du monnaie du crédit ou bien d'exportation, on l'a d'un clic. Donc c'est un gain de temps qu'on a et qui parle de temps, parle d'argent. Donc c'est plus bénéfique pour la digitalisation qui est mondialisée actuellement pour le dédouanement des marchandises. Commerçants, industriels, associations de consommateurs soutiennent également la mesure. Dans le passé, nous avons eu un engorgement du port. Les organisations de commerçantes ont décrié qu'il y a eu tellement de frais de magasinage et de stockage qui renchérissaient les prix de revient des produits importés. Ceci n'est plus de mise grâce à une dématérialisation intégrale. Et
Personne ne perd dans cette opération-là. La digitalisation des procédures, une étape importante dans la modernisation de l'administration des douanes. Depuis la rupture du contrat État-Cotecna, à peu près 4 milliards de francs CFA sont économisés par an. L'État quand même avait en tout cas externalisé certaines fonctionnalités, donc qui ne pouvaient pas à son temps peut-être être gérées par l'administration des douanes. Et effectivement, ces contrats ont engendré des coûts financiers énormes à son temps. Bon, c'est vrai que soit on parle de 4 milliards, mais des fois même, ça peut aller loin, parce que des fois il y a des avenants. Et ça dépend aussi, disons, de certaines fonctionnalités en tout cas qui sont en tout cas gérées qui étaient gérées par Cotecna, notamment la formation, tout ce qui est le scanning, tout ce qui est la base de données en termes d'évaluation, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les administrations étant suffisamment mûres, donc peuvent faire le travail qui avait été fait par Cotecna. Donc ça permet à l'État, naturellement, disons, de réduire les coûts. L'extension de la DPI n'entraîne aucune nouvelle taxation ni de frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement. Cette réglementation va contribuer à la sécurisation des recettes douanières, à accélérer les opérations et à lutter contre la fraude. À l'approche de la Tabaski, la quête d'un bélier en bonne santé devient cruciale pour les familles musulmanes. Au cœur de cette préparation, l'alimentation du bétail joue un rôle essentiel. Ibrahim Ondo nous amène dans les coulisses de la fabrication de cet aliment et explore les normes à respecter pour assurer la qualité du mouton de fête. Voici son reportage. Crinière imposante, cornes bien dégagées, jumelées d'un joli pelage. Le tout se résume à un mouton de qualité. Une qualité qui découle d'un bon entretien et de la bonne nourriture. Un aliment de bétail bien certifié. Et c'est justement la marque de fabrique de la Sédiment. Dans ce laboratoire, le contrôle qualité est érigé en surpriorité. Avec en prime 2 types d'analyse. D'abord, celle chimique qui obéit à une stratégie particulière. On utilise un appareil infrarouge qui nous permet de voir les teneurs chimiques, notamment la protéine, le centre, les celluloses et tout. Ces matières premières sont d'abord analysées pour avoir une meilleure qualité de matières premières. Donc nous analysons d'abord les matières premières que nous recevons avant de les utiliser pour produire ces aliments. Il y a aussi une autre analyse dite physique, qui nous permet de voir si les granulés sont de la bonne taille, bien leur dureté par rapport aux aliments, aux sujets, les bétails qui les consomment. Donc c'est ce que nous faisons dans ce laboratoire. Et pour l'analyse, nous allons broyer ces échantillons et après faire la mesure. Tout cela permet de vérifier la conformité du produit par rapport aux normes requises afin de continuer le circuit vers la ligne de granulation. On va granuler le produit. Donc l'aliment farine qui a été broyé, mélangé, va être granulé avec une diamètre de 8 mm pour donner le produit que vous avez vu tout à l'heure. Un produit final prêt pour la commercialisation après avoir épuisé toutes les étapes relatives au processus de fabrication, le tout sous le regard de nos superviseurs. On a des contrôles qu'on fait avec le ministère qui passent assez souvent chaque année pour vérifier la conformité des sacs. Donc nous, ce qu'on fait au niveau du lançage, il y a un circuit automatique qui va peser les sacs en 40 kg. Mais à chaque 20 minutes aussi, on va prélever un sac qu'on va peser pour vérifier si les informations que la machine nous donne c'est conforme avec la réalité. Une fois que c'est conforme, le produit est conditionné et passe au niveau du stockage. Le magasin de stockage, le voici avec une capacité de 1000 tonnes. S'y ajoutent les autres points de vente, preuve que les responsables jouent la carte de l'anticipation et de la prévision, surtout en cette période de Tabaski. Les prévisions sont dynamiques, ça il faut aussi qu'on le sache. Bien qu'on fait des prévisions annuelles, mais derrière, le mois, on réajuste en fonction des besoins. Par exemple, pour ce mois de Tabaski, on a carrément réajusté. On est en train, vous l'avez certainement constaté, on est en train de vouloir même doubler la capacité de production déjà pour pouvoir servir les éleveurs. Doubler, voire même tripler la capacité de production avec comme seul objectif satisfaire la demande du marché. La vente, c'est la prévision. En amont, je peux même dire en début d'année, on fait nos prévisions pratiquement annuelles. Et on prend en compte à chaque fois les besoins en termes de commercialisation d'aliments bétail.
Et on prend en compte en même temps les jours de fête tels que la Tabaski. Juste pour vous dire que en fait, ça a été pris en compte dès le début de l'année dans nos prévisions annuelles. Pas de souci à se faire donc pour l'approvisionnement du marché en aliments de bétail. A précisé aussi que le gouvernement a subventionné l'aliment au profit des éleveurs. 5 000 francs, c'est le prix fixé pour le sac. L'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la police nationale. La cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est déroulée à la direction de la formation ex-école nationale de police à l'OSEC. Une cérémonie solennelle pour installer un haut cadre de la police nationale. Monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, nouveau directeur général de la police nationale, en vous nommant à ce haut poste de responsabilité, Monsieur le Président de la République du Sénégal vient consacrer le mérite d'un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal au parcours élogieux et jalonné de grandes réussites. Vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. Après avoir exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance au chef de l'État pour cette marque de confiance, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour a décliné sa feuille de route. Il entend mettre en place une police nationale forte, réconciliée à la population. Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. À cet effet, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. La consolidation des acquis fait partie également de ses engagements. Dans ces dynamiques, il compte poursuivre les réformes, le renforcement des infrastructures, les équipements, entre autres. Autre défi à relever, la lutte contre la criminalité, les trafics illicites, l'insécurité routière. Dans ces actions, il souhaite revoir la formation des agents de police. J'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale. Je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues, tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. La police nationale doit être un espace de bouillonnement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. Sur le plan social, le directeur général de la police nationale s'engage à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des agents et leurs familles. Enfin, il a lancé un appel aux autres forces de défense et de sécurité pour une synergie d'action au niveau national et transnational. La révision des curricula, l'obligation scolaire et la refonte du système d'évaluation sont autant de chantiers urgents pour le gouvernement. C'est ce qu'ont réaffirmé différents acteurs de l'éducation lors de l'ouverture des travaux de la 11e revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité de l'éducation PAQET. Reportage de Massamba Diane. La formation des enseignants, les infrastructures d'accueil, le problème de l'état civil, les DARA, les langues nationales, le numérique,
l'intelligence artificielle. Voilà entre autres les questions soulevées à l'ouverture des travaux de la revue annuelle sectorielle du paquet EF 2024. Il y a des zones qui sont particulièrement vulnérables. Nous pensons aux îles, au monde rural, aux zones frontalières. Il nous faut évidemment tous nous dire que quand nous parlons d'éducation, c'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Donc nous devons avoir une attention pour les plus démunis. Le monde entier aujourd'hui parle de numérique, parle d'intelligence artificielle, parle des technologies de demain. Le Sénégal est justement au moment où nous sommes capables de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins parce que nous connaissons les compétences et les capacités du Sénégal. La révision des curricula, l'obligation scolaire, la révision du système d'évaluation, beaucoup de chantiers urgents pour le gouvernement. Pour les partenaires techniques et financiers, ces différentes mesures et initiatives sont en droite ligne des objectifs pour un développement durable. Cette revue constitue un moment fort de dialogue entre les acteurs institutionnels et les partenaires au développement pour, ensemble, dans une co-construction dynamique, apprécier les performances et identifier les contraintes et solutions pouvant concourir à l'amélioration des résultats ainsi qu'à la réalisation du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous, les partenaires techniques et financiers, sommes prêts à vous accompagner pour trouver un cadre de pilotage pour aller vers une formalisation et intégration qui permettent la protection des garçons et des filles et l'acquisition des compétences fondamentales. En termes de bilan, dans le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, des performances importantes sont réalisées. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever. Dans les discours, aussi j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de réussite scolaire, pas de réussite éducative. Il faut, et ça je connecte la question à l'autre question évoquée tout à l'heure par la représentante de l'UNICEF, la question de l'évaluation. Comment on évalue? Il faut oser. On ne peut pas dire voilà ce que nous voulons et on ne change pas notre système d'évaluation. On évalue par rapport aux objectifs, par rapport à une vision, par rapport à ce que l'on veut. Si la science est importante, si le digital est important, si le civisme est important, dans mes mécanismes d'évaluation, je dois pouvoir le retrouver. La revue sectorielle Éducation-Formation se déroule sur 2 jours pendant lesquels les acteurs vont évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du paquet, identifier les défis et les opportunités pour une éducation et une formation de qualité pour tous, mais également définir les orientations stratégiques pour les prochaines années. Les inondations menacent l'école de l'unité 14 des Parcelles Assainies de Keur Massar, un établissement public d'excellence de la banlieue dakaroise. Les enseignants ont exprimé leurs préoccupations lors de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Habibou Mbaye. Des enseignants qui ont déserté momentanément les salles de classe pour juste accueillir à leur manière le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour lui exposer le triste décor de leur établissement. Et pourtant, c'est une école d'excellence. Bien sûr, c'est le décor qui est là, c'est le quotidien que nous vivons tous les ans. C'est une école qui ne cesse pas de faire des résultats chaque année, pratiquement placée en première position dans le département tous les ans. Mais vous voyez le décor, depuis 1999, l'école a été créée, mais c'est une situation que nous vivons tous les ans. Après la saison des pluies, c'est le calvaire. Nous restons 2 à 3 mois sans pour autant démarrer les acquisitions et les apprentissages. Donc nous avons tendu la main à qui de droit, mais jusque-là, vous voyez, vous voyez vous-même. Ce qu'on voit, c'est une école sans clôture, où les arbres qui poussent dans la cour sont les stigmates de la dernière pluie. Un problème d'insécurité qui se pose. Vous voyez le décor qui est là. Donc tout le temps, nous sommes là avec les parents d'élèves en train de tourner autour de rechercher des personnes de source qui peuvent nous aider. Mais c'est une situation alarmante. Donc nous tendons la main, comme je l'ai dit tantôt, aux autorités nouvelles pour qu'ils puissent quand même nous aider avec bien sûr l'aide de nos autorités académiques qui sont là. Parce que c'est une école d'excellence. Voilà. Une excellente école qui nous finit de faire des résultats chaque année. Et si on y prend garde, cette excellence tant chantée risque d'être engloutie par les eaux causées par les inondations dans cette banlieue dakaroise.
Le programme volontaire pour la Grande Muraille Verte, programme qui va déployer près de 76 volontaires nationaux et internationaux pilotés par le groupement d'intérêt public de la France. Ce programme a pour but de lutter contre la désertification de l'axe Sénégal-Djibouti. Anis Nyanyomane. Cet atelier a réuni des volontaires nationaux et internationaux du programme Grande Muraille Verte. Ces participants ont revisité toutes les actions menées dans ce programme dans l'atteinte des objectifs assignés. Dans le cadre du programme volontaire pour la Grande Muraille Verte. Et rapidement, je vais vous donner quelques chiffres concernant le Sénégal dans le cadre de ce programme. Il était prévu au départ 28 volontaires et à ce jour, 23 ont été effectivement déployés. 15 sous statut de volontariat de solidarité internationale venant de 6 pays, la France, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 volontaires nationaux de nationalité sénégalaise, 2 volontaires de nationalité sénégalaise en cours de déploiement en France dans le cadre du service civique national français. Financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, le programme volontaire pour la Grande Muraille Verte déploie près de 71 volontaires répartis sur une trentaine de projets dans 4 pays de la bande sahélienne. Le programme des volontaires pour la Grande Muraille Verte, financé à hauteur de 185 000 € par le ministère des Affaires étrangères français, est une nouvelle preuve du soutien protéiforme de la France à cette initiative. Les dispositifs français de volontariat et les dispositifs des pays partenaires sont mobilisés pour intégrer plus de 70 missions dans un cadre sécurisé et de qualité. Au Sénégal, ce sont déjà plus d'une dizaine de volontaires qui ont été déployés à ce jour. Les pays sahélo-sahariens sont confrontés à un déficit pluviométrique récurrent, ce qui entraîne une dégradation de l'environnement. Ce partenariat entre l'Agence de reforestation de la Grande Muraille Verte et France Volontaire suscite beaucoup d'espoir pour le Sénégal. Considérant que France Volontaire place au cœur de ses priorités la préservation de la biodiversité et l'accompagnement des femmes et des jeunes dans le développement d'activités socio-économiques solidaires en lien avec l'agriculture et la préservation de l'environnement dans les pays du Sud, cet acte que vous avez posé en avril 2023 contribue à la mise en œuvre de cette vaste coalition. Je suis d'autant plus heureux que les volontaires proviennent de la France, mais également des pays africains. Madame l'ambassadrice, cette approche de volontariat est à magnifier. D'ailleurs, notre gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko, compte renforcer le volontariat et le service civique national pour promouvoir le patriotisme et l'éco-citoyenneté dans notre pays. Ce programme volontaire de la Grande Muraille Verte, lancé en septembre 2022, prendra fin en février 2025. La bonne gestion de ces problématiques par ces volontaires nationaux et internationaux permettra à ces jeunes d'exercer leur citoyenneté en préservant l'environnement pour un monde juste, équitable et durable. Et en sport, les Lions ont été tenus en échec par la RDC, un match nul un partout qui coûte cher au Sénégal dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les hommes d'Aliou Cissé rétrogradent à la 2e place du groupe B derrière le Soudan. Les résumés avec Amadou Diallo. On joue ce ballon et c'est fini à Diamniadio, la République démocratique du Congo qui tient en échec le Sénégal à domicile. Les Lions perdent 2 précieux points. Les Léopards tiennent tête aux Lions. Le Sénégal est ainsi tenu en échec par la République démocratique du Congo, en but partout. Les hommes de Aliou Cissé tenaient pourtant le bon bout avec l'ouverture du score en fin de première période. Nicolas Jackson travaille sur le côté et délivre une passe décisive à Ismaïla Sarr, qui marque ainsi son 13e but en équipe nationale. Dans ce match, après une partie de billard, et c'est Jackson. Un peu avant le but sénégalais, Ismaïla Sarr s'écroule dans la surface congolaise, mais l'arbitre ne siffle pas. C'est assez litigieux, on reverra le ralenti, mais il me semble qu'il y a un contact. Peu après, les Congolais se signalent. Yohan Wissa croyait marquer, mais son but est refusé pour position de hors-jeu. Les deux équipes se rendent coup sur coup. Pape Gueye lance Nicolas Jackson qui part seul. L'attaquant sénégalais voit son tir sur le poteau. Ce sera l'occasion pour lui de marquer son premier but avec le Sénégal. Et non,
Et non, comment il a fait pour rater un corner? Les Léopards finissent par punir les Lions à 5 minutes de la fin du match. Maëlé fusille Edouard Mendy. Une frappe pure qui finit dans la lucarne. Fiston Maëlé qui égalise pour la RDC à la 86e minute. Un but partout entre le Sénégal et la RD Congo. Dans les arrêts de jeu, Niakhaté travaille son centre, mais Abdallah Sima n'a pas pu reprendre le ballon. Et c'est Abdallah. Au coup de sifflet final, le score est de 1 but partout entre le Sénégal et la RD Congo. À domicile. Lions et Léopards se quittent dos à dos. Le Sénégal se retrouve ainsi deuxième du groupe B avec 5 points derrière le Soudan qui a 7 points. Ce match coïncide avec la 5e sélection de Aliou Cissé. À la tête des Lions, coach Cissé, c'est désormais 65 victoires, 22 nuls et 13 défaites. Et à la fin du match, les deux sélectionneurs ont fait face à la presse pour livrer les enseignements. Aliou Cissé reste optimiste pour la suite des rencontres du côté de Sébastien de Sabre. Le technicien se dit satisfait de ce résultat à l'extérieur. Nous les écoutons au micro de Fatmata Savané-Saleh et François. Ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça servira à pas grand-chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a pris un but à la 45e minute quand on a baissé un petit peu physiquement et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on a quelques situations et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations et je pense que logiquement on marque au moins un but. Et au vu de la physionomie totale de la rencontre, un match nul et je pense louable pour les deux équipes. Mais après, c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal. On a perdu 2 points, ça c'est sûr et certain. Comme je le disais, ce match-là devait nous permettre, si vous voulez, dans ce mini-championnat-là, en réalité, de prendre le large. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Trouver un peu plus d'efficacité. C'est vrai qu'on s'est procuré des occasions, malgré, c'est vrai, un match difficile. La RDC nous a rendu le match difficile. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus fâché contre Nicolas. Je crois qu'il a tenté, il aurait bien aimé le mettre au fond. Il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui, marquer un but, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas, mais je suis sûr qu'il nous marquera encore d'autres buts. Donc je l'encourage vraiment. Ça sera une bataille acharnée, en réalité, jusqu'à la 10e journée. À nous d'être prêts mentalement, à nous d'être costauds. On connaît ces situations-là, c'est à nous de nous battre. Se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que toutes les équipes veulent y aller. Donc à nous de nous battre, on a les arguments encore, même si on est déçu effectivement de n'avoir pas emporté les 3 points. Les Lions ont exprimé leur déception après le match nul contre la RDC. Malgré ce résultat frustrant, ils se projettent déjà sur la prochaine rencontre à Nouakchott en zone mixte. Les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly se confient à notre reporter Fatmata Savané. C'était difficile et frustrant parce qu'on gagnait jusqu'à la 85e minute. On savait qu'on était en difficulté aujourd'hui. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on a réussi à marquer ce but. Jusqu'à la fin, on a essayé de tenir. Dommage qu'on a pris ce but, mais voilà, on sait que c'est de l'expérience pour les jeunes parce qu'on avait une équipe vraiment jeune aujourd'hui. Des joueurs qui découvraient aussi le Sénégal, comme Abid Diarra. Ils ont fait des bons matchs, c'est bien pour eux. Maintenant, il va falloir les mettre vite dans le bain parce que dimanche, il y a un match très important contre la Mauritanie. On va tout faire pour le gagner. Après, il y a eu du positif, il y a eu du négatif. On sait tout ce qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu gagner le match. Mais après, voilà, ça fait partie du football. Et voilà, on est très déçus du résultat. On sait qu'on aurait pu gagner le match, on aurait dû gagner le match aussi. Mais voilà, après là maintenant, on va bien se préparer pour le prochain match. Je pense qu'on a maîtrisé l'ensemble du match. Voilà, on a fait tout ce qu'on a travaillé pendant ces 10 jours-là. On a marqué ce but, on a eu les occasions pour tuer le match, mais malheureusement, on prend ce but à la 85e minute qui nous fait du mal. On est déçus, mais on n'est pas abattus. Il faut continuer à travailler et essayer de gagner le prochain match. Là, on va essayer de doubler tout ça. Et il y a un match qui nous attend dans 2 jours. On va se concentrer sur ce match pour remporter les 3 points, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai qu'aussi là-bas, il y a nos frères sénégalais qui sont là-bas. Donc ça va être encore plus difficile. Mais bon, on va juste essayer de concentrer sur nous et sur le travail qu'on fait. Et d'essayer de respecter les consignes du coach. Et Inch'Allah, j'espère que ça va marcher. Donc on va analyser ça, mais après c'est vrai qu'on savait que ça allait être un match compliqué, on était prêt pour ça. On voulait absolument remporter ce match, malheureusement ça n'a pas été chose faite.
Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur plusieurs aspects, mais tout n'est pas acheté. Je pense que c'est une bonne opération pour nous de repartir avec un point. Alors, depuis quelque temps, la RDC quand même montre un très beau visage dans son football. Quelle est votre force finalement? Je pense qu'avec notre entraîneur, il a fait vraiment le boulot. Il a construit une équipe. Je pense qu'on encaisse moins de buts et on essaie aussi d'en marquer plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on savait très bien que le match sera très très difficile, vu aussi nos qualités qu'on a. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'est partagé score nul. On est content de prendre un point à l'extérieur, c'est super important, surtout face à une équipe du Sénégal. C'est une grande équipe, on le sait tous. Du coup, on est quand même satisfait. Mais un match nul ivoirien si nous ne gagnons pas par la suite à la maison contre le Togo. Un match compliqué face à une grande équipe qui grandit chaque saison. Donc voilà, malheureusement il y a un peu de déception parce qu'on prend le but à la fin. Mais bon, comme le coach a pu le dire, on est dans un championnat. On a un deuxième match très important contre la Mauritanie, donc j'espère qu'on va gagner. La suite, c'est que quand on est le Sénégal, on se doit d'aller en Mauritanie pour gagner. Maintenant, c'est un match difficile, il faut passer à autre chose. C'est un mini-championnat. On va en Mauritanie pour prendre les 3 points. Maintenant, de toute façon, le but, c'est de prendre le maximum de points dans ces 10 matchs. Là, on va aller en Mauritanie pour prendre les 3 points, clairement. Place maintenant à l'actualité de nos régions et c'est juste après ça. À Tambacounda, les chauffeurs de transport en commun appellent au respect strict du code de la route et demandent aux propriétaires de véhicules de s'assurer de la compétence des conducteurs avant tout engagement. On voit tout cela dans ce reportage de Torodien à Tambacounda. Gare routière de Tambacounda, il est 16h. Sur la liste des départs, Samba Lakor. Ce chauffeur de minibus de 15 places a l'habitude d'effectuer les longues distances. Avant son départ, il prend le soin de tester les différents organes de son véhicule. La vérification doit se faire minutieusement. Il faut contrôler le réservoir et le radiateur. Après cette étape, le chauffeur doit inspecter ses pneus. Si tout est OK, il peut faire démarrer le véhicule. Les pneus aussi sont à l'origine de beaucoup de dégâts. Ils n'arrivent plus à tenir sous l'effet de la chaleur et des vitesses énormes qu'on leur impose. À cela s'ajoutent les charges démesurées. L'état du véhicule est important, mais le comportement du conducteur est la principale cause d'accident. Le chauffeur doit savoir contrôler sa vitesse et son freinage au moment de la conduite. C'est très important. L'autre outil à ne pas négliger, c'est le rétroviseur. Souvent, dans les sociétés de transport, les chauffeurs travaillent à tour de rôle. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités et signaler toute défaillance aux propriétaires. Les accidents relèvent de la responsabilité des chauffeurs, des usagers, ainsi que l'état même des véhicules. Nous constatons un véhicule qui prend départ au tableau. On l'empêche les surcharges. Les surcharges et laisser les chauffeurs, les clients, même sur les marchepieds, ça on l'interdit. Mais vous pouvez l'interdire dans la gare routière. Mais quand il sort, tu n'es pas près de lui. Il peut faire ce que bon le semble. Malgré toutes les dispositions prises par l'État, les accidents se multiplient. Après 6 kilos, celui de Yaman, dans le département de Koungheul, bilan 14 morts. Un plan d'urgence et de sécurisation routière s'impose. La nationale 1 de l'indépendance à nos jours, c'est cette nationale qui est là. Ça ne change pas. Si on pouvait avoir 2 voies ou 3 voies, vraiment, ça c'est une sécurité. On ne peut pas prendre un véhicule à 14 millions ou à 15 millions et tu dis que tu veux affronter Sabodala ou Saraya ou Kédougou. La voie n'est pas bonne. Ce véhicule ne peut pas vivre plus de 5 ans. Et on te donne un véhicule à 14 et quelques millions. Vraiment, tu ne pourras pas payer le véhicule.
Tout conducteur qui ne respecterait pas le code de la route doit être suspendu, car la vie des passagers vaut plus que tout. Notre raison doit nous guider tout le temps et ne pas penser uniquement à l'argent. Vraiment, nous invitons tous les chauffeurs à plus de retenue et veiller ensemble au respect des instructions de sécurité routière si les autorités venaient à les prendre. Pour passer au peigne fin les dysfonctionnements du secteur du transport au Sénégal, des assises sont prévues en fin juin 2024. Cette rencontre d'échange et de partage vise à réduire les accidents et leur lot de dégâts. C'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.